et je vous propose à présent de parler du point suivant, les visions et les attentes des malades. On a la chance d'accueillir Thomas Delbano et le micro, je vais le passer à Pascal. Pour donc Thomas qui représente le Centre associatif polyvalent d'aide hépatite C à Montréal. Pour la petite histoire, vous savez que depuis l'année dernière, donc on a le plaisir et le bonheur de vous proposer un appel à poster. Et donc on a eu ce poster notamment et donc qui venait de Montréal et c'est d'abord Marjolaine Pruvot, donc Thomas, tu nous en parleras, qui nous a contactés. Et avec un retour très positif quand on l'a confirmé que le poster était retenu. Hein. Donc merci de supporter notre travail et nos revendications. Donc ça fait partie de l'ADN de SOS Hépatite. Et Thomas étant présent, on lui a proposé d'échanger et de voir aussi les différences, même entre pays développés. Pascal, je te laisse le micro. Thomas, installez-vous. Votre diaporama sera projeté et je cherche Vous l'avez trouvé, c'est parfait. Donc vous pouvez passer les diapositives de... C'est ça. Okay. Alors juste, on va laisser Thomas présenter son expérience. L'idée du forum, c'est bien d'être dans le partage de points de vue. Et on va juste utiliser votre partage de points de vue. Moi, je reprendrai ce qui pourra être dit et ce qu'on pourra récupérer à la sauce française et ce qu'il y aura de différence. Voilà, on t'écoute. Merci. Merci de nous accueillir ici. Nous, c'est vrai qu'on était très contents de voir notre poster accepté par SOS Hépatite et du fait, pour des raisons personnelles, j'étais en France déjà, donc ça se goupillait bien et donc je suis content d'être avec vous en présence aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai bien... Oui, c'est ça. Alors, pour vous présenter donc, l'organisme pour lequel je travaille, donc le CAPAC, qui est le Centre associatif polyvalent d'aide hépatite C, qui a été créé en 2023, on fête nos 20 ans cette année, par Laurence Mersilian, que vous pouvez voir avec le haut rose sur la photo, qui est toujours notre directrice actuelle, donc, et qui a créé en fait le CAPAC il y a 20 ans, à la suite de son diagnostic personnel d'hépatite C et des difficultés qu'elle avait eues à se faire soigner correctement au Québec, et qui a donc voulu pouvoir accompagner d'autres patients dans cette expérience-là. Au début, c'était ce qu'on appelait vraiment un organisme de première ligne qui faisait de l'aide mutuelle auprès des personnes qui vivaient avec l'hépatite C du temps de l'interféron, avec des groupes de parole, notamment pour les personnes qui étaient sous traitement, quand il y avait des effets secondaires lourds, quand ça pouvait avoir des effets sur la santé mentale des personnes, pour les accompagner tout au long du traitement. Et petit à petit, l'organisme en fait, s'est un peu plus spécialisé et est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un organisme de seconde ligne, donc, qui se concentre plus sur la formation et le partage d'informations auprès des autres organisations communautaires qui travaillent auprès des populations clés de l'hépatite C au Québec. Puis on aura le temps de revenir un peu plus tard dans la présentation sur quels sont ces groupes, parce que ça diffère un peu de la France, je pense. Et qui fait donc ce travail de formation, d'information, ce travail de revendication à l'échelle provinciale. Donc nous, on a un organisme avec un mandat juste pour le Québec. On ne traite pas les autres provinces. Et qu'est-ce que j'oublie et c'est ça. Et historiquement, on a uniquement travaillé en VHC, mais depuis quelques mois, on essaye aussi de se former en interne et pour juste travailler sur les hépatites virales de manière générale, au pluriel. C'est ça. Donc, pour revenir donc, sur la situation québécoise, on travaille dans un cadre en fait où on a 6 populations prioritaires qui sont en partie les mêmes qu'en France, je pense. On va avoir les personnes qui utilisent des drogues par injection ou par inhalation. J'ai utilisé les acronymes québécois pour cette présentation, donc parfois je pense que ça va changer un peu de ce que vous utilisez en France. Mais donc ces personnes qui consomment, on estime que ça représente à peu près 85% des nouvelles infections au Canada. Donc ça, c'est un chiffre qui est national, qui n'est pas uniquement pour le Québec. On va avoir les personnes qui ont eu une expérience d'incarcération pour les raisons qu'on imagine, donc à savoir les prisons du Québec en particulier ne sont pas particulièrement salubres, ne sont pas particulièrement modernes ou bien entretenues. Donc il y a du tatouage artisanal, il y a de la consommation de substances, il y a plein de choses qui favorisent la transmission des maladies transmises par le sang.
On va avoir les personnes migrantes et nouvellement arrivées au Canada qui viennent de régions où le VHC est endémique. Donc en particulier, ces dernières années, le Canada a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens et de manière générale, on a une diaspora assez large de populations d'Europe de l'Est qui vit au Canada. Donc c'est des régions où la prévalence VHC, VHB est assez élevée. On a aussi au Québec, du fait de parler français, beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, en particulier d'Afrique de l'Ouest et des pays francophones. Donc c'est pareil, des pays où la prévalence est assez élevée. On a quelques groupes, en particulier d'Haïtiens, puis en général de personnes des Caraïbes. Et puis on a aussi une forte population de personnes venant d'Asie du Sud-Est, en particulier de l'Inde et du Pakistan, qui sont aussi des pays endémiques. Parmi ces populations, on va avoir, je suis obligé de préciser au début bien sûr, mais ces groupes-là ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut se retrouver avec un patient qui figure dans 2 ou 3 groupes différents. Donc on va avoir ce qu'on appelle la cohorte de naissance 45-75, qui donc sont soit des personnes qui, pendant les années 60, ont pu expérimenter, ont pu consommer des substances, même si ce n'est pas une habitude de consommation qu'elles ont gardée plus tard, mais du fait de l'évolution lente du VHC en particulier, qui ne peuvent ne pas encore avoir été diagnostiquées aujourd'hui. Et puis on a aussi donc, dans ces cas-là des personnes qui peuvent avoir reçu des transplantations, des transfusions sanguines avant que l'on sache correctement dépister pour le VHC, donc qui auraient pu être infectées en milieu hospitalier comme ça aussi. Donc là c'est un acronyme qui est plutôt québécois je pense, mais donc on va avoir les hommes GB-ARSA, donc les hommes gays, bi ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et on va avoir les personnes membres des Premières Nations, donc les personnes autochtones du Canada, donc Premières Nations, Inuits et Métis, qui n'ont pas de prédisposition particulière qui les rendent plus vulnérables, mais pour des raisons systémiques, parce qu'elles sont surreprésentées dans la population carcérale du pays, parce qu'elles sont surreprésentées parmi les usagers de drogue, parmi les personnes précaires au niveau économique, au niveau logement, de manière générale. Pour toutes ces raisons systémiques-là, ces personnes se retrouvent aussi à faire partie des populations prioritaires pour le VHC au Québec. C'est ça, donc là c'était vraiment pour revenir de manière assez générale sur la situation actuelle au Québec. Alors le Québec, le Canada est aussi signataire de l'objectif 2030 de l'OMS. Pour l'instant c'est très très mal parti pour le Québec. J'étais assez impressionné tout à l'heure quand je vous entendais parler de l'objectif 2025 pour la France et du fait que ça allait malheureusement devoir être repoussé à 2030 vraisemblablement. Pour nous 2030 c'est déjà vraiment un peu un plan sur la comète. On a une étude qui est sortie l'année dernière sur le coût de l'inaction en fait, et qui essayait d'évaluer au rythme actuel de traitement quand est-ce qu'on pensait réussir à atteindre l'élimination au Québec. Avec donc un taux de traitement qui était équivalent à 2019, on estimait ça à 2037, et avec un taux de traitement qui est équivalent au taux qu'on a depuis 2020, qui a forcément baissé et qui n'a pas encore regagné aussi bien pour le traitement que pour le dépistage, des taux équivalents à ceux qu'on avait en 2019 et qui étaient déjà insuffisants. Donc là, on passe à 2041, si on est avec les taux de traitement qu'on a depuis la pandémie. On a une prévalence estimée. Alors c'est une estimation qui est très très large parce qu'elle se base sur des données de 2016 qui ont été extrapolées dans plusieurs modèles, donc c'est vraiment pas fiable du tout, mais c'est ce qu'on a de mieux parce qu'il y a aussi un gros enjeu de veille, de monitorage et d'accès à des données probantes sur le nombre de malades qu'on a au Québec. On estime environ 50 000 personnes qui vivent avec le VHC, donc pareil j'étais assez surpris, je ne connaissais pas le chiffre de la prévalence en France, et au final on a un chiffre qui est pas très loin du chiffre que vous estimez en France, alors qu'on a une population pour le Québec de 8 millions d'habitants, donc quasiment 10 fois inférieure à la France. Donc vous imaginez bien que la prévalence est beaucoup plus élevée. On manque énormément de données fiables. Le Canada, de manière générale, est un pays qui, je pense, en tout cas avant la pandémie, c'était vrai, était le pays qui mesurait le plus, qui collectait le plus de données sur sa population, mais qui ne les partage pas du tout. Donc il y a beaucoup d'enjeux d'accès aux données. C'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes dans le milieu communautaire parce que la santé publique ne partage pas forcément ses rapports. Donc via des dispositifs d'accès à l'information, on doit faire des lettres officielles en espérant récupérer les documents et qu'ils n'aient pas été trop caviardés entre-temps, qu'on ait encore accès à tout ça. Mais en tout cas, c'était déjà un enjeu avant 2020 et ça l'est encore plus depuis pour accéder à des données fiables et récentes. En parlant de données, donc on estime, c'est une estimation, ce chiffre de 1137 traitements réalisés en 2022, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un chiffre qui est publié par la santé publique du Québec,
Donc la façon dont on va chercher ça, en fait, c'est qu'on fait appel à des sous-traitants, à des entreprises privées de collection de données médicales qui vont en fait aller faire le tour des directions régionales de la santé publique du Québec pour savoir combien de traitements ont été prescrits et ont été validés pour le remboursement au Québec. Et donc on arrive à peu près à 1137. Donc c'est une estimation qui est sûrement basse par rapport à la réalité, qui devrait être un peu plus élevée, mais c'est le meilleur chiffre qu'on a. Et pour vous donner une idée, donc par an, pour avoir cette estimation-là via une entreprise privée, ça coûte 40 000 $ de faire ça. Donc c'est un budget qui est, enfin, au niveau du communautaire, qui est extrêmement difficile d'aller chercher l'argent pour faire ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui devrait être fait par la santé publique et pas par le milieu communautaire. Donc j'en parlais un peu plus tôt, on a une élimination estimée à 2037 si on se fie sur les taux de 2019 pour l'accès au traitement, à 2041 sur ceux de 2020 et ensuite. Il y a énormément d'enjeux d'accès au dépistage de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de projets de recherche, il y a beaucoup d'initiatives communautaires, mais c'est extrêmement morcelé. Donc c'est très inégal d'une partie à l'autre du territoire. C'est très inégal en particulier dans les milieux ruraux et dans le grand nord du Québec, dans les régions qui sont vraiment reculées ou qui sont joignables seulement en avion. Il n'y a même pas de route pour relier ça au reste de la province. Et puis, de manière générale aussi ces dernières années, en particulier depuis 2020, avec les populations avec lesquelles on travaille, il y a une précarisation économique et dans l'accès au logement qui est de plus en plus grave et qui fait que donc l'hépatite C, qui n'était déjà pas une priorité pour ces personnes-là à la base, le devient de moins en moins parce que quand on ne sait pas où on va dormir ce soir ou ce genre de choses, on s'en fiche un peu de savoir que dans 20 ans, on risque d'avoir un cancer du foie peut-être si on ne se fait pas soigner. Donc c'est ça. Et donc sur ce travail de veille et d'accès aux données que nous on fait en interne, pour l'instant on n'a pas encore publié ces données-là parce qu'elles sont, c'est une tendance qui est encore trop faible pour qu'on puisse l'annoncer de manière franche. Mais en tout cas depuis 2023 on mesure une augmentation des nouvelles infections ou des réinfections par le VHC en particulier au Québec. Alors, pour la cascade de soins, donc vous voyez, c'est une slide qui est très générale et qui n'est pas chiffrée du tout parce qu'on n'a pas de chiffres de prévalence pour l'ensemble de la province. Les derniers chiffres que j'ai réussi à trouver pour ça, donc une sorte de projet de recherche, est porté seulement soit sur des populations carcérales, soit sur des populations migrantes nouvellement arrivées au Québec, mais avec des échantillons assez faibles, donc qui ne permettent pas du tout d'extrapoler à l'ensemble de la population. Donc, le dépistage des anticorps anti-VHC au Québec est encore un acte réservé aux professionnels de santé. Il n'y a pas d'équivalent au dispositif TROD, il n'y a pas de dépistage communautaire qui est possible, à part si on fait venir une infirmière dans les locaux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau de la loi sur les sites où on peut faire du dépistage. C'est vraiment sur la personne qui fait le dépistage, et en particulier la personne qui fait le counseling avant et après le test qui a un enjeu. Donc, avec un dépistage anticorps positif, on passe au dépistage de l'ARN du VHC. Là, pareil, il n'y a pas de systématisation des tests réflexes, donc il y a des délais en général. Et le dépistage de l'ARN doit lui être fait en laboratoire ou en milieu hospitalier. Donc ça demande en général une prise de rendez-vous et il y a des délais de plusieurs semaines entre un dépistage anticorps positif et pouvoir accéder à un dépistage ARN. Si ce dépistage-là est positif, il va y avoir une liaison pour le traitement. J'ai mis liaison pour le traitement et initiation en 2 étapes séparées parce qu'en fait, donc, pour vous expliquer rapidement, l'équivalent de la sécurité sociale au Québec, c'est donc la Régie de l'assurance maladie du Québec qui rembourse les traitements, sauf que les traitements par antiviraux à action directe pour l'hépatite C sont des traitements d'exception. Donc à chaque fois qu'on fait une demande d'initiation au traitement, que le médecin l'a fait, faut que la régie de l'assurance maladie derrière valide le remboursement. Ça ne se fait pas automatiquement. Il y a quelques années, ça prenait 2 à 3 mois, donc entre une liaison pour le traitement et que l'initiation puisse avoir lieu. Maintenant, ça a été réduit, ça se fait dans la même journée, donc il n'y a plus vraiment d'enjeu de perte des patients à ce niveau-là, mais c'est encore un problème où l'initiation du traitement peut être refusée parce que la régie de l'assurance maladie peut refuser de rembourser un traitement pour X raisons si il pense que le patient a de faibles chances de suivre son traitement pendant toute la durée, ce genre de choses-là. Et donc la dernière étape de cette cascade de soins, c'est donc un contrôle à 12 semaines après l'arrêt du traitement qui est fait
pour vérifier qu'il y ait donc une réponse virale soutenue et qu'il n'y ait plus d'ARN du VHC chez le patient. C'est ça. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, au CAPAC, on a sorti un plaidoyer plus tôt cette année, donc le 29 avril, qui au Québec est une journée de sensibilisation aux hépatites virales, à l'initiative d'un comité provincial VHC que nous, on chapeaute un peu au CAPAC, mais qui en fait réunit 32 organismes à travers la province, qui sont principalement des organismes qui travaillent en VIH et en ITSS de manière générale, en réduction des méfaits. On a des organismes qui gèrent des sites d'injection supervisés. On a des maisons de transition donc pour les personnes qui sortent de détention. Donc c'est un peu ce milieu associatif-là qui est regroupé. C'est vraiment plus des organismes de terrain qui sont déjà pas mal occupés par leurs tâches au jour le jour et donc n'ont pas vraiment le temps et les ressources en interne pour porter ces revendications-là à l'échelle nationale. Et donc nous, on essaye un peu de regrouper leurs doléances et de les porter, d'essayer de les amplifier. Donc à la base, ce projet, enfin ce besoin de faciliter l'accès au dépistage en multipliant les lieux et les personnes où ça peut se produire, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui date d'avant la pandémie au Québec. Il y avait eu un projet initial de lettre ouverte qui avait été jugé pas suffisant par les membres du comité parce que la santé publique au Canada, au Québec en particulier, est vraiment dans une logique très très comptable de coût-efficacité. Et donc si on n'est pas capable à chaque fois qu'on fait des demandes ou qu'on propose quelque chose, de leur expliquer qu'au final, sur le long terme, ils vont faire des économies ou qu'en fait ça ne va pas coûter plus cher forcément que le système actuel, on ne nous écoute pas simplement. Donc c'est pour ça qu'au final on a pris la décision de passer sur un document donc sous forme de plaidoyer de 15 pages, qui existe aussi en version résumée d'une page, donc, qui s'inscrit dans le cadre des sites de l'OMS pour 2030, avec donc justement les aspects scientifiques, économiques et politiques, parce que c'est un document qu'on a adressé en particulier aux décideurs, parce que ce qui nous manque, c'est principalement la volonté politique en fait, et les moyens financiers pour mettre ça en place, et en s'inspirant grandement justement du dispositif TROD français, parce que le Code civil québécois est quasiment calqué sur celui de la France. Donc en général, ce qui est possible de faire légalement en France, c'est aussi possible de le faire au Québec. Donc c'est pour ça qu'on avait pris cet exemple-là. Et pour le dire franchement, ce plaidoyer n'a pas eu l'effet du tout qu'on escomptait qu'il est. On n'a même pas reçu d'accusé de réception de la part des différentes instances dirigeantes. On a quelques rencontres qui avaient été programmées, qui ont été annulées. Il y a beaucoup d'autocensure au sein des instances de santé publique. Il y a vraiment un ministère de la Santé actuellement au Québec qui est assez régalien et qui veut un peu tout diriger. Donc les directions régionales et tout ça sont un peu muselées malheureusement. Et donc on prépare une version mise à jour du plaidoyer pour l'année prochaine avec les données dont je parlais un peu plus tôt de veille qu'on a commencé à collecter cette année et qu'on est en train de faire analyser pour avoir un portrait plus complet de ce qui s'est passé exactement depuis 2020, d'à quel point ça a baissé, parce qu'on sait que ça a baissé, mais on ne sait pas dans quelle mesure, et donc pour avoir, on l'espère, un portrait plus réaliste de la route vers l'élimination. Et en même temps, j'ai oublié de le mentionner sur la diapo, mais on lance un nouveau projet de recherche, parce que ce qui n'est pas possible de le faire légalement, on peut le faire dans un cadre de recherche à partir du moment où c'est validé par un comité d'éthique. Donc en fait, à l'échelle de Montréal et avec 5 sites de dépistage, c'est ce qui est prévu pour début 2024, pouvoir commencer à faire du dépistage rapide des anticorps VHC au point de service, fait par des intervenants communautaires et des travailleurs sociaux qui auront été formés à ça directement. Donc pour essayer d'un peu de bypasser, on va dire, le côté politique qui pour l'instant ne bouge pas, et parce que ce qui bloque, en fait, très franchement, ce qu'on nous dit de manière officieuse, c'est que dépister plus de gens, ça veut dire trouver plus de cas, ça veut dire plus de traitements à rembourser derrière pour le système de santé publique, donc ça coûte plus cher. Et on parle à des politiciens qui sont élus pour 4 ou 5 ans, et donc quand on leur parle sur le temps long de maladies hépatiques graves sur 20, sur 30 ans, on a tendance à perdre les gens assez rapidement, donc c'est des enjeux qui sont assez compliqués à faire comprendre à des politiciens. Voilà.
Donc, sur les documents annexes à ce plaidoyer, donc, vous pouvez voir le poster que je présente aussi, qui est aussi disponible en plus grand à l'extérieur de la salle, où l'idée, en fait, c'était un peu de montrer qu'on a beaucoup de retard. Donc, on a pris un dispositif qui était censé ressembler à Windows XP pour dire qu'en gros, au Québec, on fait un peu les choses comme il y a 20 ans encore en termes d'hépatite C. Ça n'a pas tant bougé que ça. Mais c'est ça. Et à côté, la version résumée donc, d'une page des arguments principaux du plaidoyer, avec notamment un des chiffres qu'on essaye de rappeler assez souvent, c'est que 67%, 2 tiers des Canadiens, ça c'est un chiffre national, n'ont jamais été dépistés, ne connaissent pas leur statut pour l'hépatite C. Et voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Et si jamais vous voulez afficher votre soutien, on a un formulaire sur notre site web, donc libre à vous de nous soutenir de cette façon-là, ça coûte rien, c'est juste ajouter votre nom à la liste. Super, merci beaucoup. Moi, ça me révoque pour dire ce que nous, on a du côté français. J'ai envie de dire, c'est passionnant de voir qu'on arrive au même concept en partant chacun. Alors, nous, on n'a peut-être pas les populations particulières indiennes historiques, mais pour autant, on voit bien qu'on a des disparités régionales aussi qui sont fortes. On arrive à la même question sur les prisons, à la même question sur l'usage de drogue. Je vais mettre le point sur les différences. Par contre, j'ai l'impression, nous, on est en pleine révolution, ça va être le boulot de demain, mais sur les hépatites métaboliques, j'ai l'impression que ça vous n'avez pas pris ce train-là encore. Et la deuxième chose que je voyais comme différence, c'était cette grosse différence où nous, on a fait un lobbying et on a pu l'obtenir en termes de santé publique, où l'accès communautaire aujourd'hui, on peut dépister. Les associations, on l'a réclamé à SOS Hépatite, on disait en interne... On veut pouvoir offrir une guérison. C'est-à-dire que nous, en tant que malades, quand on est formé et qu'on va faire des TROD, on est presque content de trouver, il y en a certains plus que d'autres, mais on est content de trouver des hépatites C parce que derrière, les patients vont pouvoir guérir et accéder à un traitement. Et vous, cette stratégie communautaire aujourd'hui, c'est réservé purement aux soignants, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est soit médecins, infirmières ou des pharmaciens dans certains cas aussi qui peuvent le faire, mais c'est assez rare. Puis, il n'y a pas, en termes de dépistage, en termes de prescription de traitement, il n'y a pas d'enjeu particulier. Tous les médecins peuvent le faire, ça ne prend pas de spécialistes. Par contre, le problème qu'on a, donc, c'est qu'on a une cascade de soins qui a été pas mal allégée ces dernières années, avec notamment l'arrêt de l'examen par fibroscan obligatoire dans tous les cas, pour privilégier les scores APRI et les scores FIB, et seulement recommander un fibroscan si les scores FIB laissent à penser que le patient est dans un état de cirrhose. Donc, on a l'arrêt du génotypage depuis qu'on a commencé à pouvoir faire rembourser les AAD pangénotypiques au Québec aussi. Mais ces informations-là ne retombent pas à tous les médecins forcément. Donc, d'un endroit à l'autre, quand on pose des questions, on va nous dire non, moi je ne peux pas faire d'initiation parce que je n'ai pas d'accès à un fibroscan, par exemple. Et sur la question du dépistage communautaire, oui, c'est quelque chose qui est assez, à la fois, comment dire, le politique est assez frileux là-dessus et l'Ordre des médecins du Québec en fait veut pas vraiment laisser veut pas partager ses tâches en fait avec d'autres milieux. Donc ça a un peu changé pendant la pandémie parce que pour la première fois on a eu des autotests Covid et donc ça a un peu changé la mentalité de certaines personnes en disant si les gens sont capables de se tester eux-mêmes pour le Covid, peut-être qu'ils sont capables de se tester eux-mêmes pour d'autres choses. Donc on a aussi les autotests VIH qui sont arrivés depuis cette année au Canada. Mais historiquement, vous n'aviez pas les associations communautaires testaient pas le VIH. On a toujours organisé des événements de dépistage, mais ça nous prend d'embaucher une infirmière à chaque fois pour le faire. On a aussi en fait des cliniques, donc ce qu'on appelle les cliniques CIDEP, qui sont l'acronyme ne me revient pas, mais en tout cas pour la gestion des IST, et qui en fait pour les infirmières de ces cliniques-là, qui ont des heures de leur temps de travail à passer dans le milieu communautaire. Donc on sait qu'on peut avoir une infirmière une après-midi dans la semaine ou ce genre de choses-là et organiser des places de dépistage comme ça. Mais c'est vrai que ça crée d'autres problèmes parce que c'est des projets qui ne sont jamais vraiment pérennes. Et donc il y a plein de discontinuités dans les services et on ne peut pas vraiment habituer les gens à vous dire tous les 6 mois, tous les ans, vous pouvez venir vous faire dépister là forcément. Ou comme je disais aussi, c'est extrêmement morcelé. Si on est
un homme qui a des relations avec d'autres hommes, on va avoir des ressources particulières. Si on est une femme cisgenre hétérosexuelle, là, ça va être plus compliqué dans certains cas d'accéder à des ressources communautaires. Donc ça dépend vraiment d'un patient à l'autre, en fait. Et quelque chose que j'ai entendu qui m'a révolté en tant que militant, et ce que nous, autour de la question de la stigmatisation des gens qui ont une hépatite virale, on est très sensible à ça, à SOS Hépatite. J'ai entendu, mais je voudrais que tu me le répètes, la demande d'accès aux soins, elle peut être refusée. C'est-à-dire qu'on peut avoir un moment quelqu'un derrière son bureau qui va estimer que parce qu'on est homosexuel, toxicomane ou issu d'une communauté particulière, on n'est pas fiable, on mérite, le mot, j'arrive pas à trouver d'autres, on mérite pas le traitement et donc il va y avoir un refus d'accès aux soins. Oui, complètement. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, heureusement, mais encore une fois, vu qu'il n'y a pas forcément cette retombée des informations, des nouvelles décisions, ça vaut aussi pour la stigmatisation. Donc il y a encore des personnes qui sont vraiment dans un logiciel, une façon de penser très très arriérée à ce niveau-là, et qui vont en fait même pas, dans la plupart des cas, dans certains cas, refuser de voir ces patients-là tout court, parce qu'ils associent forcément ça, de la toxicomanie, à tout ça. Puis en gros, disent on veut pas de ça dans la salle d'attente ou n'importe quoi. Donc non, c'est vraiment des discours très durs. Et oui, donc c'est aussi un travail qu'on fait forcément d'essayer de lutter contre la stigmatisation. Est-ce que les arguments, c'est les problèmes de recontamination qui sont mis en avant, ou c'est même pas la question de la recontamination? Parce que nous, à l'inverse, on est arrivé avec cet argument-là, où on a eu des patients qui avaient 4-5 traitements qui s'étaient recontaminés, et où à un moment, éthiquement, des gens sont venus à se poser la question, est-ce qu'il faut continuer? Le truc, c'est qu'encore une fois, on a des données qui sont tellement limitées qu'on n'est pas capable de mesurer la recontamination tant que ça. Donc, c'est vraiment plus des enjeux de recontamination pour les personnes qui ont déjà été traitées, oui, mais juste en fait de préconception et de fait qu'on va se dire cette personne-là est consomme, donc est-ce qu'on peut lui faire confiance pour prendre son traitement tous les jours, et est-ce que c'est pas parce que ça coûte 20 000 $ au Québec, un régime complet de 3 mois, 12 semaines de para-AD. Donc c'est ça en gros, la mentalité, c'est est-ce qu'on jette pas de l'argent par les fenêtres en remboursant le traitement de personnes dont on n'est pas sûr de l'assiduité au final. Alors qu'au final, dans les expériences qu'on a, les assiduités sont quasiment parfaites dans tous les cas, donc c'est pas vraiment un enjeu sur le terrain, c'est plus une préconception. Ouais. Françoise, tu avais une question? J'ai l'impression que je n'ai absolument pas... Oui. J'ai pas du tout entendu parler d'une relation éventuelle avec le service des pathologies de Montréal, par exemple. Moi, j'ai bien connu le service de Saint-Luc, enfin le CHUM maintenant, où il s'intéressait beaucoup à l'épidémiologie des hépatites C il y a encore quelques années. En France, il y a, je crois, une bonne collaboration entre les services, les centres experts et les associations pour pouvoir justement faire un travail éventuellement communautaire. Et donc là, vous n'en avez pas du tout entendu parler. Est-ce que vous avez essayé qu'il soit votre relais, aussi bien en termes de santé publique auprès des pouvoirs ou... Voilà, parce que je suis un peu surprise parce que j'ai connu quelques collègues, parce que moi j'y ai passé un petit moment, qui étaient très, très ouverts à... Si. Du point de vue médical, ce que je disais au niveau de la préconception, c'est vraiment plus les médecins de famille, les médecins en milieu ruraux. Dans les centres-villes, c'est très différent, en particulier au CHUM, quand vous le mentionniez. Il y a Dr Julie Bruno, qui est à la tête de la clinique de toxicomanie, qui fait un travail depuis des années et des années sur ce sujet-là. Il y a Dr Greenaway... Ça ne peut pas être votre relais auprès de... Si, on travaille avec ces personnes-là. On est aussi... J'ai pas entendu parler du tout. Si, on travaille bien sûr. On a la chance d'avoir beaucoup de chercheuses, de chercheurs qui travaillent en toxicomanie et en hépatite virale au Québec. Donc beaucoup de projets qu'on fait aussi sont des projets, là notamment le projet que je mentionnais, ou de projets pilotes de recherche semblables au dispositif TROV qu'on espère lancer en début d'année prochaine et qui est encadré... par des chercheurs de l'université McGill. Donc on est en contact avec et on a la chance d'avoir pas mal de travail de recherche, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des données incomplètes, mais en tout cas les meilleures qu'on arrive à avoir sur la situation actuelle. Souvent c'est via des projets de recherche et pas via des projets de monitorage de la santé publique directement. Ouais. Encore une ou deux questions avant qu'on enchaîne. Dans la salle ou en distanciel, il n'y a personne.
Moi, je vais te remercier pour ce travail. On a tous la représentation, on entend régulièrement en termes de santé communautaire. Au Canada, ils font un super boulot, ils mesurent tout, ils évaluent tout. Et j'ai envie de dire, pour faire un résumé de ce que tu viens de dire et par rapport à ce que nous on a, j'ai envie de dire que nous on fait, on réfléchit après, parfois on oublie d'évaluer. Et j'ai l'impression que vous mettez l'évaluation comme une priorité et que du coup, il y a des choses qui ne vont pas se faire parce que tellement vous mettez la barre haute en termes d'évaluation. Je dirais même que c'est pire que ça, où c'est clairement, en fait, parfois, les évaluations, les commissions qui sont qui sont utilisées par les dirigeants, par les politiciens, comme des façons de délayer en fait en permanence l'action concrète, de dire ah mais ça prend des données supplémentaires, ah mais ça prend une autre évaluation, ah mais ça prend une feuille de route, ah mais ça prend, ce qui est vrai au final. Mais comment dire, parfois les commissions à répétition et ce genre de choses là, c'est juste une façon de se refourguer la patate chaude et de jamais agir. Ouais. La patate chaude au Canada, ils connaissent bien. Merci beaucoup.